L'image classique d'un quarterback de la NFL, c'est celle d'un gaillard qui recule, repère sa cible et envoie un ballon parfait. Mais quand il s'agit de faire mouche, le quarterback est-il le sportif le plus précis du monde? Qu'est-ce qui touche sa cible le plus souvent? Un ballon lancé par un quarterback ou bien une flèche décochée par un champion de tir à l'arc? Pour cette expérience, nous avons embarqué notre matériel à bord du laboratoire mobile de Sport Science. Et nous sommes partis au centre d'essai en plein air. Cette fois, qui va relever le défi? Drew Brees, superstar de la NFL. C'est le second quarterback de l'histoire de la NFL à avoir dépassé la barre des 4500 mètres à la passe par saison. Et en 2008, il a été élu attaquant de l'année de la NFL. Aujourd'hui, on peut dire que son bras vaut de l'or. Envoyer la passe parfaite est une question de chaîne cinétique. Ça tient au transfert du flux d'énergie. Celle-ci part des pieds, monte des hanches jusqu'aux épaules, et quand le bras se détend, l'index reste en contact avec le ballon jusqu'au dernier moment. Le ballon part dans une rotation parfaite. Le receveur l'attrape, touchdown. Pour tester la précision de Drew par rapport à celle d'un champion olympique de tir à l'arc, nous allons lui demander de lancer le ballon à 18 mètres d'une cible officielle. Lors d'une compétition olympique, les archers marquent 10 points s'ils atteignent le plus petit des deux cercles jaunes qui ne mesurent que 12 cm de diamètre. Tous les gamins qui veulent devenir quarterback s'entraînent à toucher cette cible. Le rond rouge sur la nôtre fait la même taille qu'un pneu de voiture. Et le centre fait un tiers de la circonférence de notre ballon de foot. Autrement dit, bonne chance. C'est dur. Dans un épisode précédent, nous avions montré qu'un receveur éloigné, comme Chad Ochocinco Johnson, formait une cible plus grande que le plus gros mammifère terrestre de la planète, l'éléphant d'Afrique. Le hic, c'est que la nôtre est à peine plus grande que l'œil d'un éléphant. Elle est tellement rikiki que même les archers olympiques ont du mal à la toucher. Aux Jeux de 2008, les meilleurs du monde n'ont mis dans le mille que 50% des flèches tirées. C'est aussi la moyenne de réussite au sein de la NFL. Pourcentage confirmé en laboratoire. Le quarterback Josh McCown n'a touché que la moitié de nos cibles. Dans ces conditions, faire mouche avec une flèche ou avec un ballon d'une forme bizarre est extrêmement difficile, même pour les athlètes les plus précis du monde. Le meilleur quarterback de la NFL peut-il faire mieux que ce taux de 50%? Afin d'analyser les performances de Drew, nous lui avons préparé le projectile le plus high-tech du monde. Un ballon fabriqué sur mesure bourré d'accéléromètres. Les données enregistrées par les capteurs seront transmises à un ordinateur qui suivra tous les aspects de la trajectoire. Vitesse de lancer, angle et vitesse de rotation du ballon. Impressionnant. Le test est simple. Tu dois lancer et mettre dans le mille. On va étudier la rotation du ballon et son influence sur sa trajectoire. Une caméra à haute vitesse et le gyroscope placé dans le ballon vont nous permettre de décortiquer la rotation parfaite. À 18 mètres de distance, le quarterback sera-t-il aussi précis qu'un tireur à l'arc? On va bientôt le savoir.
a déjà fait mouche 6 fois sur 6. Même s'il rate le prochain coup, statistiquement, il sera quand même plus précis qu'un champion olympique de tir à l'arc. 9 sur 9. Va-t-il faire mentir les statistiques et réussir un sans faute? Pour vous donner une idée de la précision incroyable de Drew, 4 des ballons lancés à 18 mètres ont touché la cible pile au milieu. Les champions de tir à l'arc ne réussissent cet exploit qu'une fois sur 10 seulement. C'est bien ce que j'espérais. Je cherche toujours à envoyer le ballon pile sur le receveur pour qu'il ne le rate pas. Mais comment parvient-il à faire mouche avec une telle régularité? C'est une question de mémoire musculaire. Je lance avec l'idée de l'envoyer le plus vite possible sur la cible. Les données transmises par notre super ballon révèlent le secret de cette précision étonnante. Drew effectue ses passes avec une régularité sidérante. Chaque fois, le ballon part à une vitesse de 83 km/h. Et avec le même angle de 6 degrés. En l'air, le ballon tourne sur son axe long à près de 600 rotations par minute. Presque aussi vite qu'un pistolet pneumatique dévisse l'écrou d'un pneu de NASCAR. Cette vitesse de rotation crée un effet de couple gyroscopique. Sous l'effet de la gravité, le nez du ballon tend à piquer vers le sol. Mais les forces aérodynamiques de l'air que traverse le ballon se contrebalancent mutuellement pour le maintenir sur sa trajectoire. Le mouvement de rotation fait légèrement dévier le ballon de son axe, ce qui provoque des oscillations, c'est-à-dire les petits cercles que le nez décrit dans l'air. Curieusement, une faible oscillation est nécessaire pour que le ballon reste aligné sur la cible. C'est justement le secret de la précision redoutable de Drew. L'amplitude des oscillations est parfaite. 3 toutes les 5 rotations. L'oscillation est trop importante quand le nez décrit des cercles trop grands. Une passe à 27 mètres avec une oscillation de plus de 4 degrés par rapport à l'axe du ballon peut le faire dévier d'1,50 m à l'arrivée. Quand on regarde un match à la maison et qu'on vous voit réussir une passe, on se dit « Ils ne l'ont pas fait exprès pour le mettre exactement là, c'est un hasard ». Et savez-vous vraiment ce que vous faites? Oui, parfois ça marche, parfois non. Mais on s'entraîne tellement à faire des passes au receveur et à connaître la surface de jeu couverte par les différents joueurs qu'au bout d'un moment, ça devient un automatisme. On sait où lancer le ballon pour que le receveur ait la meilleure chance de le rattraper. Avec le ralenti, on voit bien que le bout du doigt reste sur le ballon jusqu'à la fin et que celui-ci tourne lentement sur lui-même sur toute sa trajectoire. C'est incroyable. Sachant qu'il vise une cible qui occupe une surface plus grande qu'un éléphant, un quarterback a-t-il besoin d'être aussi précis? Un peu, mon neveu. On est obligé de lancer sur la zone où le receveur pourra récupérer le ballon sans se le faire piquer. On sait où envoyer le ballon pour que le receveur puisse le récupérer sans problème. Quand un receveur est harcelé par les défenseurs de l'équipe adverse, la précision ne fait pas tout. Un pro est capable de réussir la passe parfaite à tous les coups. Au basket, il n'y a rien de plus excitant que de réussir un shoot longue distance. L'actuel détenteur du record est Baron Davis, avec un panier à 27 mètres.
Mais un record, c'est fait pour être battu. À première vue, ça paraît peu probable. Et pourtant, allons-nous réussir à faire tomber celui de Davis? Celui qui va s'y coller pour nous est un grand gaillard doté à la fois de puissance et de finesse de jeu, Kevin Love. En première année de fac, ce pivot de 2,08 m a mené l'UCLA jusqu'au dernier carré avant de passer pro et d'être embauché dès le premier tour de recrutement de la NBA. C'est le joueur parfait pour tenter de battre le record mondial. Il est célèbre pour ses passes très longues, mais aussi pour ses shoots tout en délicatesse. Règle de base pour un tir de plein pied. Je cible le cercle, les pieds bien parallèles. Mes coudes sont parallèles au cercle et mon centre de gravité est exactement au milieu du corps. Je m'étire complètement, comme pour attraper les gâteaux en haut du placard, et je tire. Et voilà, les doigts dans le nez. Kevin, tu es un super grand et tu shootes avec la finesse d'un arrière. Explique-moi comment tu as fait pour développer ce toucher de ballon. En travaillant les tirs en extension à une main et en me concentrant sur le cercle. Ma position est impeccable. Je suis solide et mes pieds sont ancrés dans le sol face au panier. La main qui ne tire pas est toujours sur le côté du ballon. Elle ne pousse pas vers la gauche ou la droite, mais tout droit sur le panier. C'est une question d'entraînement. Mon père m'a fait pratiquer des tirs en suspension et des tirs de plein pied. C'est comme ça que j'ai acquis la force nécessaire pour réussir des tirs en extension à l'extérieur de la zone réservée. Au lycée, j'étais une espèce de monstre. Mais en fac, j'ai commencé à réaliser des tirs en extension à l'UCLA. Et aujourd'hui, je marque des shoots à 3 points pour la NBA. On te connaît surtout pour ce fameux tir avant le tournoi de la NCAA. Raconte-moi comment ça s'est passé. En fait, je m'étais entraîné toute l'année après les émissions télé Shoot Around et les matchs à l'extérieur. Que ce soit à Stanford, dans l'Oregon ou l'État de Washington, dès qu'on avait terminé une émission ou des exercices techniques, toute l'équipe tirait depuis la moitié ou le quart du terrain. Mais j'étais le seul capable de reculer et de marquer d'aussi loin. C'est comme ça que j'ai commencé à parier de l'argent. Ensuite, ce fameux tir a été posté sur YouTube et je suis devenu célèbre. C'est passé sur les chaînes NBC, ABC, ESPN, etc. C'était vraiment super. Ça t'éclate de lancer le ballon plus loin que tous les autres? Oui, c'est le genre de tir qui demande beaucoup de force et d'énergie. C'est déjà pas facile d'envoyer le ballon aussi loin, et c'est encore plus dur de marquer. Kevin, le record du monde du tir le plus long au cours d'un match est détenu par Baron Davis, avec un panier à 27 mètres. Oui, On voudrait savoir si tu peux faire mieux que ces 27 mètres. ça ferait bien sur mon CV. Sur le plan technique, comment Kevin va-t-il s'y prendre? Pour un tir à mi-terrain, je me contente plus ou moins de donner un coup de poignet. Mais réussir un panier à plus de 27 mètres va nécessiter plus qu'un simple coup de poignet. Pour faire tomber le record actuel, Kevin va être obligé de lancer le ballon beaucoup plus fort. Je vais reculer jusqu'au fond du terrain, et puis je vais prendre mon élan et pousser sur mes jambes pour essayer d'envoyer le ballon à l'autre bout. Nos propres terrains n'étant pas assez longs pour cette expérience, nous avons été obligés de biaiser. Nous avons installé le panier au milieu du terrain et nous avons monté des caméras spéciales juste au-dessus pour filmer les tentatives de Kevin. Ensuite, nous avons mesuré la distance à battre sur le côté le plus long du laboratoire de Sport Science. On a mis la barre à 27,50 m, parce que ça ne rime à rien de battre le record de 2,5 cm. Je tire avant la ligne rouge. Oui, et tu seras à 27,50 m. Un tir à 27,50 m couvrirait pratiquement toute la longueur d'un terrain réglementaire de la NBA. C'est loin. Voilà.
Pour donner une idée aux téléspectateurs de la distance, je vais essayer d'envoyer le ballon là-bas. Statistiquement, un type normalement constitué n'a pas une chance sur 1 million de mettre dans le mille. J'en suis très loin. D'ailleurs, très peu de gens dans le monde sont capables de lancer un ballon aussi loin, sans même parler de faire un panier. Mais pour Kevin et les joueurs de sa trempe, qui peuvent lancer un ballon sur une telle distance, les chances de réussir sont de 1 sur 1500. Alors, Kevin va-t-il réussir à battre le record mondial de Baron Davis? Nous allons bientôt le savoir. Baron, je t'adore. Mais un record, c'est fait pour être battu. Et c'est ici, dans Sport Science. Il part à droite. La distance paraît bonne. Oui, mais il part à droite. Allez! La trajectoire s'infléchit. En général, au basket, le ballon ne va pas assez loin pour que la rotation agisse notablement sur sa trajectoire. Mais dans ce cas précis, le ballon parcourt plus de 27 mètres et sa trajectoire s'incurve comme celle d'une balle de golf. Il part à droite. Ça s'explique par la distance parcourue. Je l'avais pas prévu. Tant mieux pour la science. Si la trajectoire d'une balle de baseball est courbe, celle d'une balle de golf slicée, et si le ballon de Kevin dévie sur la droite, c'est à cause d'un principe scientifique appelé l'effet Magnus. Le mouvement de rotation en l'air provoque une différence de pression sur les côtés opposés du ballon, qui tend à s'éloigner de la zone où la pression est plus élevée. Dans ce cas précis, la dernière impulsion donnée par les doigts de Kevin crée une rotation latérale de 6 révolutions par seconde. Pendant les 2 secondes où le ballon est en l'air, c'est suffisant pour le faire dévier d'1,50 m sur la droite. Alors? Le ballon continue de partir sur la droite. La distance est bonne, mais je vais devoir me déplacer de 2 pas sur la gauche pour compenser. Attention à la caméra. Tu l'as cassé. 70 tentatives plus tard, Kevin a rectifié son tir. Allez! Mais comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas facile d'établir un nouveau record. Vas-y! Merde. Combien de fois j'ai touché le cercle? Je suis déçu de ne pas avoir marqué. J'ai dû en mettre une quinzaine sur le cercle, voire mieux. Je suis déçu. C'est dur. À présent, le gros problème, c'est la fatigue. Pour lancer un ballon de 623 grammes à une distance de 27,50 m, il faut générer une force de 16 kg. Dit comme ça ne paraît pas énorme. Mais si on fait le compte de tous les essais, ça équivaut à soulever plus de 1800 kg. Ça demande énormément de force pour envoyer le ballon aussi loin. Et en plus, il faut qu'il arrive pile sur le panier. Tu transpires comme un bœuf. Ça te demande vraiment autant d'efforts? Il faut une sacrée énergie pour le lancer de là-bas. Mais je peux continuer. Tant que je suis chaud et que j'ai pas de crampes, je continue.
Quel type d'exercice fais-tu pour lancer le ballon comme ça? Quand j'étais plus jeune et que je jouais au baseball, mon père me montrait des types comme Barry Bonds, Mark McGwire, etc. Ils avaient des avant-bras énormes. Il me faisait faire des curl bars et des pompes sur le bout des doigts. Et il me faisait serrer des petites clés pour muscler mes mains et mes poignets. C'est à peu près tout. Vas-y! C'est le dernier, promis. On dirait bien que le record de Baron Davis ne sera pas battu aujourd'hui. Il y a des jours où rien ne va. Je sais. C'est le dernier, promis. Encore un? Ouais. D'accord. Un dernier. Malgré la fatigue et le découragement, Kevin refuse d'abandonner. C'est pas vrai, tu l'as fait! Oh my God! You did it! Woo! Au 98e essai, Kevin réussit son panier à 27,50 m, établissant du même coup un nouveau record mondial. C'était le dernier essai. On n'a pas bidouillé au montage, c'était vraiment le tout dernier. Et voilà. J'avais décidé de m'arrêter là. Je commençais à avoir mal aux jambes et au dos et je m'étais dit, c'est le dernier. J'ai réussi, c'est trop génial. Après tant d'essais manqués, pourquoi le dernier a-t-il été le bon? Notre système de capture de mouvement nous fait découvrir ce tir exceptionnel de l'intérieur. Pour exercer la force nécessaire sur le ballon, Kevin s'élance, puis prend appui sur le sol, ce qui génère un flux d'énergie. Cette énergie circule dans tout son corps, depuis les pieds jusqu'au bout des doigts. Et Kevin catapulte le ballon à plus de 60 km/h. À cette vitesse, il ne dispose d'aucune marge d'erreur. En temps normal, le ballon ne dépasse pas les 16 km/h, quel que soit son angle de tir. Mais le ballon de Kevin, tiré à un angle de 40 degrés, est arrivé sur le cercle à une vitesse de 38 km/h, avec une marge d'erreur de 0,0027% seulement. 5 cm de moins ou de plus, et le ballon aurait rebondi sur le cercle. Voilà, le nouveau record mondial. Trop bon. Baron, voilà les centimètres qui nous séparent. Un tir sur toute la longueur du terrain, c'est dingue. T'as plus qu'à venir sur le plateau de Sport Science pour faire mieux. À 27,70 m par exemple. Maintenant, j'ai plus qu'à faire aussi bien au sein de la Ligue. Ce que je ressens, je viens de battre un record mondial. C'est officiel, tout comme le tir de Baron. Je suis le nouveau détenteur du record, c'est fabuleux. Je pourrais revenir pour tenter un tir à 29 ou 30,50 m. Ce serait un sacré record. Et il y a une autre chose que nous a appris cette expérience. Si on veut établir un nouveau record au basket, il faut y mettre beaucoup d'amour. Dans les sports de ballon, en général, le contrôle se fait de la main, de la tête ou du pied. Mais il existe deux situations particulières où l'objectif d'un joueur est de se prendre le ballon de plein fouet. Au football, quand il faut intercepter un coup franc, et au football américain pour stopper un dégagement ou un tir au but. Alors qu'est-ce qui fait le plus mal? Faire dévier un ballon de foot pour éviter le but, ou plonger sur un ballon de football américain à bout portant?
Pour répondre à cette question percutante, nous allons mesurer à notre façon la douleur infligée en calculant la force générée. Et pour déterminer les dégâts potentiels occasionnés par un coup franc, nous avons invité le footballeur Edson Buddle. En 2008, ce joueur du Los Angeles Galaxy, où évolue aussi David Beckham, a été un des meilleurs buteurs du championnat, marquant à 2 reprises 3 buts par match. Mon objectif, c'est de marquer des buts et de tirer le plus fort que je peux. Pour marquer un coup franc, on tire en diagonale. On se sert du bout du pied, on bloque la cheville et on accompagne le ballon. On vise un point de contact précis, c'est-à-dire le centre du ballon. Simultanément, le pied d'appui est pointé droit dans la direction du tir et reste bien ancré dans le sol. Le bras gauche est tendu vers l'extérieur. Ça permet de garder l'équilibre. Si on tire du pied droit, c'est le bras gauche qui sert de balancier. Et il faut toujours que les orteils soient pointés vers le sol. On garde les yeux sur la cible. On prend son élan, on tire et le ballon file droit au but. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être sonné par un ballon reçu en pleine tête? Oui, il est arrivé qu'un joueur tire et rate sa passe. J'ai essayé d'amortir le ballon, mais il est arrivé trop vite et je l'ai pris en pleine tête. Ça m'a un peu étourdi. Pendant quelques secondes, on ne sait plus où on est, et puis on se reprend. C'est vraiment le truc le plus difficile au football, non? Absolument. La synchronisation est particulièrement difficile. C'est vrai. Debout à 9 mètres du tireur, les joueurs du mur sont face à un mini peloton d'exécution. Sauf que leur mission est de se faire tirer dessus. L'objectif des défenseurs est d'aider le gardien à protéger sa cage, tout en protégeant leurs bijoux de famille. Normalement, le mur est constitué de 4 ou 5 joueurs. Mais afin de mesurer la force de l'impact encaissé par un individu, le mur de Sport Science n'en compte qu'un seul. John Brenkus lui-même, toujours prêt à payer de sa personne. John a l'habitude de souffrir pour la science. Morsure, projection, étranglement et coup de balle dans les boules. Aujourd'hui, notre cobaye sans peur va nous aider à calculer le choc encaissé par un joueur de foot touché à bout portant par le ballon. Je suis un mur. Il veut se faire cogner. On va lui faire plaisir. Edson est équipé d'un accéléromètre sans fil qui va mesurer la puissance du tir et la force de l'impact. Attends. Je fais quoi? Ils font comment, les joueurs du mur? Tu te protèges ici et en haut. Comme ça? Ne mets pas tes mains devant les yeux. Juste comme ça, prêt à monter la main devant le visage. Tu promets de ne pas me toucher sur le côté de la figure? Je ne promets rien. Bon. On n'a pas un mannequin de crash test? Un mannequin de crash test? Connais pas. Prêt? Ça va pas. Il ne faut pas que tu évites le ballon. Si tu fais ça, ton gardien va être furax et ton équipe va se prendre un but. Tu dois arrêter le ballon. Mais je vais le prendre en pleine figure. C'est ce qu'il faut faire. Au premier essai, le ballon est parti à plus de 112 km/h. Mais puisque le but du jeu, ce n'est pas d'éviter le ballon, mais le contraire, nous sommes obligés de recommencer.
Mon pauvre vieux. Tu veux de l'air? Ça va? J'entends les cloches. Reste tranquille. Quelle a été la puissance du tir d'Edson? Les chiffres enregistrés par l'accéléromètre montrent que le ballon de 450 grammes a été tiré à une vitesse de 115 km/h. Mais la résistance de l'air l'a ralenti de près de 32 km/h avant le choc. Une vitesse suffisante pour projeter John en arrière avec une force de 71 kg. J'ai l'impression que mon oreille pend de ma tête. Ça fait mal sur le coup, mais ça passe au bout d'un moment. Ça va aller. Et c'est comme ça que vous gagnez votre croûte? Et on aime ça. Bon sang. C'est presque le coup le plus douloureux que j'ai pris sur la tête. Tu tires un ballon à 144 km/h à 9 mètres de distance. T'as été bon. J'espère que tu es fier de moi. Tu m'as dit de ne pas bouger et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai, t'as même sauté un peu. Tu t'es sacrifié. C'est un beau sacrifice, tu as évité le but. Vous pouvez me féliciter sur ce coup-là. C'est vrai. Il faut m'accorder ça. Je n'ai pas esquivé. Je suis resté planté là où tu me l'avais dit, avec le bras devant le visage. Et j'ai pris le ballon en pleine poire. T'as fait ça pour l'équipe, c'est le plus important. C'est rouge? Un peu. Comment comparer la puissance de ce choc avec celle d'un tir rapproché d'un footballeur américain? Pour nous aider, nous avons fait appel aux jambes d'acier de Tom Malone, ancien de l'équipe universitaire de l'USC et actuel botteur de la NFL. Aujourd'hui, c'est le cascadeur Chris Brewster qui va tenter d'intercepter le ballon. Ta mission est de taper dans le ballon aussi fort que tu peux. Ça marche. Et toi, Chris, il faut que tu te jettes littéralement dessus pour essayer de bloquer le tir. Il va arriver latéralement. Il va s'aplatir sur le ballon en plongeant de tout son long sur le côté. Pas directement sur le buteur pour ne pas lui accorder un penalty, mais sur la trajectoire du ballon dès qu'il aura quitté le pied du buteur. Quel dégât peut faire un tir de dégagement? Nous avons équipé Chris de gants Texcan, couverts de milliers de capteurs, qui vont mesurer de façon très précise la force du coup de pied de Tom Malone. Prêts, messieurs? Trois, 2, 1, partez! Quelle est la puissance de cet impact comparée à celle encaissée par un joueur de foot au moment d'un coup franc? Les capteurs montrent que le pied de Tom génère une force de 90 kg, envoyant le ballon dans les mains de Chris à 88 km/h. C'est exactement la même vitesse que le ballon de foot qui a assommé John. Mais curieusement, Chris encaisse un choc de 7,2 kg seulement. Soit 1/10 de l'impact subi par John quand il a stoppé le ballon avec sa tête. Pourquoi une telle différence? Parce que les mains et le bras de Chris font office d'amortisseur au moment du choc. Un recul de 5 cm suffit à diminuer de 80% la puissance de l'impact. Bien sûr, le bloqueur peut se fracturer un doigt en tentant d'arrêter le ballon.
Mais en prenant en pleine tête un ballon de foot lancé à plus de 112 km/h, un joueur du mur risque une commotion cérébrale, blessure autrement plus grave qu'un doigt cassé. Heureusement pour John, la majeure partie du choc a été absorbée par son oreille étonnamment souple, qui s'est déformée d'un quart de sa taille normale. Même si la rencontre d'un ballon de foot et d'une oreille est potentiellement plus dangereuse que l'arrêt d'un tir de dégagement, si un défenseur prévoit mal son interception, il risque de prendre un bon coup de pied dans le ventre. Dans ce cas, quelle est la force générée par le botteur? La seule façon de le savoir est de demander à Chris d'avoir de l'estomac. Ce coup de pied a généré 6 fois plus de force que le ballon de football intercepté par John. Ça va? Ouais. Sûr? Ouais. Ça fait mal. Je suis content de pas être un ballon. Dans l'art ô combien délicat de la boxe, les coups les plus dévastateurs ne sont pas forcément les plus violents, mais ceux qu'on ne voit pas venir, les directs d'une fulgurance presque inhumaine. D'ailleurs, les boxeurs consacrent une grande partie de leur entraînement à améliorer leur vitesse de frappe. Mais sont-ils vraiment aussi rapides qu'on veut bien le dire? Peut-on comparer cette vitesse à celle d'un des animaux les plus vifs du monde? On a organisé le combat du siècle entre deux sacrés spécimens. Pas deux boxeurs, mais un boxeur et un serpent. Et que la meilleure espèce gagne. Pour cet affrontement inhabituel, nous avons fait venir deux adversaires au top de leur forme. Dans le coin gauche, un des serpents les plus dangereux de la planète, à la rapidité redoutable et à la morsure fatale, le crotal diamantin. Chaque année, ce crotal fait plus de victimes en Amérique du Nord que tout autre serpent. Dans le coin droit, un boxeur qui possède les poings parmi les plus rapides de ce sport, Chad Dawson. Sur plus de 25 combats à son actif, Chad n'en a perdu aucun. Et dans 60% des cas, il a gagné par KO. Pour ce combat hors norme, c'est le crotal qui va ouvrir la danse. C'est la première fois que notre labo accueille un sportif aussi mortel. C'est pourquoi le spécialiste commence par réunir toute l'équipe de Sport Sciences. Le venin du crotal diamantin de l'Ouest s'attaque au sang et aux tissus et les détruit. En cas de morsure, un adulte en bonne santé se retrouvera à l'hôpital pour un bon moment. Joshua Raphael va placer un ballon de baudruche à la distance de frappe optimale, c'est-à-dire à 60 cm du serpent. De cette façon, nous pourrons observer l'animal se détendre en direction de la cible. Le crotal frappant trop vite pour que l'œil humain suive ses mouvements, nous allons le filmer avec une caméra à très haute vitesse afin de calculer sa rapidité. La majorité des crotales frappent extrêmement vite. Ce sont des serpents très musclés. Leur détente est explosive. Le moment est venu d'établir qui est le plus rapide, du serpent ou du boxeur. Premier en lice, le serpent. Résultat,
Le ralenti nous permet de calculer une vitesse de frappe de presque 5 mètres secondes. C'est une accélération incroyable, comme si une voiture passait de 0 à 95 km/h en moins de 3 secondes. Le serpent est rapide, mais l'est-il plus que Chad Dawson, champion invaincu dans la catégorie mi-lourd? Chad, tu as les poings les plus rapides de la boxe. Comment fais-tu pour frapper aussi vite? Comme un crotal qui s'enroule sur lui-même, prêt à frapper. Quand on aperçoit un crotal, on se fige sur place et dès qu'on bouge, le serpent réagit. Moi, je fais pareil. Je suis souple et agressif. Je m'approche et bam, bam, ultra rapide. Pour cette expérience, nous allons filmer et chronométrer le direct de Chad contre notre mannequin de crash test équipé de capteurs. Ces derniers vont enregistrer le moment exact où le poing du boxeur touche la mâchoire. Montre-nous un peu cette explosion d'énergie, comme le serpent. Ok. Chad est-il capable de battre un des animaux les plus rapides du monde? Que disent les chiffres? Le poing de Chad est-il plus rapide que les crochets à venin et leurs 4,6 mètres secondes? À l'œil nu, il est impossible de départager les deux adversaires. Mais heureusement, la capture de mouvement nous permet de décomposer l'action et d'établir lequel est le vainqueur. La vitesse du poing de Chad est le fruit d'un élan dynamique. Avant de lancer le poing, le boxeur lève l'épaule pour créer une vague d'énergie qui s'amplifie à mesure qu'elle descend le long du bras. Ainsi, il décoche son coup à la vitesse incroyable de 9,75 mètres secondes. 2 fois plus rapidement que le serpent. Si le crotal est plus rapide qu'une voiture de sport au moteur gonflé, Chad, lui, accélère plus rapidement qu'une voiture de course, que le meilleur des dragsters, et même qu'un chasseur F-14. Mais bien qu'il ait battu le crotal à plate couture, il garde un respect salutaire pour le reptile. Il est plus rapide que la plupart de mes adversaires. Il y a encore une chose qui fait la suprématie du poing sur les crochets à venin. Le crotal ne frappe qu'une fois, tandis que Chad peut faire pleuvoir une grêle de coups sur ses rivaux. D'ailleurs, essayez de deviner combien de directs il décoche en 5 secondes. Les images tournées au ralenti sont sidérantes. Chad lance 26 coups en 5 secondes, c'est-à-dire plus de 5 par seconde. Pour vous donner un équivalent, sachez que dans le laps de temps où le quarterback Drew Brees lance le ballon, Chad Dawson balance 5 directs dévastateurs sur son adversaire, qui en reste complètement sonné. Je vous avais dit que j'étais le plus rapide. Champion.